Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Baptiste Tricoire, je suis conférencier international, professeur en école de commerce et expert en stratégie. Je suis avec vous ce soir depuis les États-Unis, où je réside. Comme l'indique le titre de ma conférence, nous sommes actuellement en pleine transition. Et l'important, surtout, c'est de ne pas être perdu pendant cette transition. Et pour cela, la clé, c'est la connaissance. En effet, la connaissance, c'est le pouvoir et c'est aussi pouvoir. Et enrichir ses connaissances, développer sa culture générale, c'est une formidable expérience et je tenais vraiment à vous la partager. Le savoir, en effet, la compréhension de l'histoire, l'analyse du présent, ou encore même la curiosité, permettent dans votre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, d'anticiper les changements et ainsi mieux préparer votre avenir et mieux vivre cette transition. Nous vivons actuellement, comme je vous le disais, une formidable transition, qu'elle soit technologique, économique ou même humaine. Une transition, c'est en théorie le passage d'un état à l'autre, mais de façon plutôt graduelle. Mais avec le coronavirus, plus d'étapes intermédiaires, tout est bousculé, inattendu et soudain. Ce virus, il agit en fait comme un catalyseur de la transition technologique et industrielle que nous vivons, et il nous force à changer nos habitudes. Il nous pousse à de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes de consommation, et c'est dans cette période critique que la connaissance vous offrira un véritable support pour gérer au mieux cette transition, cette phase critique de l'histoire de l'humanité. Il est nécessaire pour cela de vous informer et développer sans cesse de nouvelles connaissances dans différents domaines afin d'être capable de vous forger votre propre opinion. On est en effet assez formaté par les médias et manquons parfois de jugement. Et donc, dans cette société qui est en perpétuelle évolution, il est selon moi vraiment important d'être capable de s'autocritiquer, d'écouter les autres afin de se remettre en question et de se doter de ce que je qualifie d'une grille de lecture du monde. Et sans cette volonté de recherche annexe, le discours policé servi par les médias ne suffira pas à créer une grille de compréhension suffisante. Il devient donc capital pour vous de creuser, prendre le temps de faire les choses, faire des recherches, puis analyser les informations récoltées, tout en veillant bien sûr à varier vos sources et les croiser, pour ainsi comprendre le fonctionnement du monde qui vous entoure et anticiper les mutations futures. C'est encore plus vrai, je dirais, dans la période actuelle, si vous regardez notamment tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et ces soi-disant experts qui apparaissent un petit peu partout. Qu'ils soient experts en biochimie, en port du masque ou en virologie. Bref, des personnes qui se croient expertes dans des domaines qu'elles ont à peine commencé à maîtriser. Eh bien, cette impression de supériorité intellectuelle totalement illusoire que peuvent avoir beaucoup de personnes, elle a été caractérisée dans les années 90 par deux scientifiques américains sous le nom d'effet Dunning-Kruger. On pourrait le qualifier de biais cognitif. C'est tout simplement cette impression de connaissance qui dépasse dans la réalité grandement votre connaissance réelle. Vous commencez par exemple à lire des articles, à regarder des vidéos et penser vous approprier un sujet rapidement. Puis vous allez vous mettre en confiance et avoir l'impression que vous maîtrisez totalement le sujet. C'est ce qu'on appelle dans ce modèle la montagne de la stupidité. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez totalement surestimé votre savoir par rapport à vos connaissances réelles. Vous avez récolté suffisamment d'informations en peu de temps pour être capable de vous exprimer sur le sujet et de vous croire expert sans même finalement en comprendre les fondamentaux. Alors cette fois, soit il va falloir très vite redescendre, ce qui n'est pas le cas pour certains, vous le voyez en ce moment, soit abandonner le sujet. Cette phase de redescente, cette phase qu'on peut qualifier de consolidation, elle est caractérisée par le nom vallée de l'humidité dans ce modèle. Elle va vous permettre de poser les bases du sujet, de creuser le sujet, de faire les efforts nécessaires pour comprendre les choses, d'aller au bout de votre réflexion pour progressivement atteindre le plateau de votre consolidation qui correspond finalement à ce prémisse d'expertise. Alors afin d'illustrer mes propos, je voulais m'arrêter sur quelques exemples marquants, qu'ils soient géopolitiques, économiques ou culturels, pour vous montrer que votre avis peut être rapidement tronqué alors que vous pensez maîtriser un sujet sans même, comme je vous le disais, au préalable en avoir les fondamentaux. On va commencer tout simplement par un sujet brûlant, la campagne présidentielle américaine et notamment la politique migratoire. Alors comme vous le savez, le candidat Trump est caractérisé par un discours assez fort sur le sujet, discours qui vous semble sans doute beaucoup plus policé à juste titre sous la période Obama. Néanmoins, si on s'attarde sur les chiffres qui vous sont présentés actuellement sur la slide, vous constaterez que le nombre d'arrestations et déportations d'immigrés illégaux sous l'administration Obama est beaucoup plus fort, beaucoup plus élevé que sous l'administration Trump.
Vous le constatez notamment aisément dans les graphiques présentés par le Pew Research Center que vous avez sous les yeux. Alors, si l'on s'attarde sur les arrestations d'immigrés légaux, on est même quasiment au plus bas lors de l'arrivée de Trump au bureau ovale. Alors oui, bien évidemment, cette courbe se caractérise par une remontée. Mais quand vous regardez les chiffres, on est quand même très loin des 297 000 arrestations d'immigrés sous l'administration Obama en 2009. Je suis pas là aujourd'hui, que ce soit bien clair, pour critiquer ni M. Trump ni M. Obama, mais simplement pour vous exposer des faits et vous démontrer que votre avis, sans recherche complémentaire, peut parfois être biaisé ou trompé. Même chose sur des exemples historiques, vous entendez beaucoup parler en ce moment du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. La région du Haut-Karabakh, région à l'origine du conflit, si vous regardez un petit peu l'histoire, était encore intégrée à la République soviétique d'Azerbaïdjan jusqu'en 1991. Ça ne justifie en aucun cas, bien évidemment, les agressions des uns ou des autres, mais peut expliquer certaines sources du conflit. Même chose, vous avez sans doute probablement entendu parler pendant le conflit syrien d'une rumeur, je précise bien une rumeur, sur la présence de troupes turques aux alentours de Mossoul, qui est en Irak. Eh bien, sous l'Empire ottoman, Mossoul était sous domination turque. Et lors de la chute de ce dernier, ce qu'on appelait les vilayets, le vilayet de Mossoul fut définitivement rattaché à l'Irak. Le Royaume-Uni, l'Irak et la Turquie signèrent un traité à cet effet le 5 juin 1926. Autre exemple particulièrement marquant, notamment pour moi qui habite aux États-Unis, où résident de nombreux Mexicains ou Américains d'origine mexicaine, la date du Cinco de Mayo. Alors c'est une célébration, et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la célébration de la victoire de l'armée mexicaine sur les troupes de Napoléon III, qui était venu au Mexique, vous le savez sans doute probablement pas, pour établir un régime pro-français. Bien, c'est qu'en voyant les Mexicains dehors, ou en entendant parler de ce Cinco de Mayo, que j'ai moi-même découvert ce fait historique peu glorieux et pas enseigné dans les livres d'histoire. Mais l'exemple le plus frappant, je crois que c'est la projection Mercator. Vous le savez, la projection Mercator, c'est la représentation du monde telle que vous la voyez sur les cartes. Mais il faut se l'avouer, il s'agit réellement d'un relent de colonialisme. En effet, savez-vous que dans la réalité, l'Afrique est plus grande que les États-Unis, la Chine et l'Inde réunies. Même chose, si l'on regarde la carte de la répartition des matières premières, ça permet d'expliquer quasiment tous les conflits mondiaux. Venezuela, Irak, Algérie et j'en passe. Si je poursuis également sur des exemples financiers, exemple tout bête, s'intéresser à l'actionnariat des groupes internationaux, eh bien ça permet d'en comprendre un peu mieux leurs décisions ou leurs orientations stratégiques. Beaucoup de ces orientations, en effet, sont décidées par des votes lors des assemblées générales, votes qui sont réalisés par les actionnaires principaux. Eh bien, si l'on s'attarde sur Microsoft, par exemple, vous constaterez que les 3 principaux actionnaires institutionnels de Microsoft, ce sont 3 géants de la gérance de fonds américains, Vanguard, BlackRock et State Street Corp. Le groupe Marionneau, également, si l'on passe un petit peu de temps sur des Français, est à 100% détenu par un groupe hongkongais, CK Hutchison Holdings. Eh bien, ce cheminement, ce que je partage avec vous, je l'effectue tous les jours. Et c'est une formidable, selon moi, prise de conscience qui me permet d'analyser mon quotidien et d'appréhender, voire même de maîtriser mon futur, pour prendre les bonnes décisions. Nous sommes déjà entrés depuis quelque temps dans la 4e révolution industrielle, celle des systèmes cyberphysiques. Alors qu'est-ce que c'est la 4e révolution industrielle concrètement? Eh bien, elle consiste en l'effacement des frontières entre les mondes physiques, numériques et biologiques. Cette révolution est sans précédent dans l'histoire de l'humanité, avec des impacts qui sont colossaux. Elle est totalement différente de tout ce que vous avez pu connaître au préalable. Et nous sommes en train de vivre cette transition totalement accélérée, qui plus est par l'arrivée du coronavirus. Virus, comme je vous le disais, qui bouscule nos vies, nos habitudes, et finalement vous transporte vers un monde totalement dématérialisé et digitalisé. Les changements majeurs induits par ce dernier constituent un tournant dans l'histoire de l'humanité, et donc pour nos sociétés, c'est une formidable opportunité de se réinventer. Et pour vous, une opportunité bien évidemment d'élargir vos connaissances en vous dotant de bases solides pour être capable d'anticiper l'avenir et d'essayer de vous projeter pour prendre les bonnes décisions dès aujourd'hui. Mais vous allez toujours être marqué par la peur du changement. C'est votre confort quotidien. Cette peur, elle occulte votre perception du monde, des mutations en cours, et vous écartera progressivement de la réalité. Il est donc important, à l'image de la théorie de l'évolution de Darwin, pour vous d'anticiper ces mutations, pour vous y adapter et posséder donc une longueur d'avance. Et le coronavirus a joué en cela un véritable rôle de catalyseur, d'accélérateur dans cette 4e révolution industrielle. Il vous a dépassé. Et je vais donc essayer aujourd'hui, à mon niveau, de vous offrir une grille de lecture du monde d'aujourd'hui et surtout du monde post-Covid-19. Et vous allez vous rendre compte
que le monde tel que vous l'avez connu n'existe déjà plus. Alors, au niveau mondial, on constate un basculement vers une économie toujours plus digitalisée, accompagnée également par une transition, vous l'avez vu, écologique accélérée. D'un point de vue géopolitique, de nouveaux enjeux apparaissent. Tout d'abord, en premier lieu, celui de l'extension des frontières terrestres avec la militarisation accélérée de l'espace par les superpuissances. Ce dernier devient un nouveau terrain d'affrontement. Vous le constatez, probablement vous l'avez vu, avec la création par les États-Unis du United Space Force en décembre dernier. Alors, quid du traité Outer Space Treaty, non-prolifération des armes et non-militarisation de l'espace, je n'en sais rien. Une autre des plus grosses problématiques au niveau géopolitique, c'est le manque d'eau potable. Selon un rapport de l'ONU, la demande d'eau augmentera de 55% d'ici 2050, pendant que les réserves d'eau mondiales vont, elles, s'effondrer. Et sans changement majeur dans nos modes de vie, dans nos modes de consommation, nous ne couvrirons pas plus de 60% de la demande en 2030. J'ose même pas imaginer les répercussions en termes de déplacement de population que cela peut avoir. On constate aussi au niveau géopolitique une affirmation de la puissance chinoise, d'un point de vue à la fois politique et culturel. TikTok en est un exemple frappant. La Chine, il faut le savoir aussi au niveau géopolitique, qui est un des pays avec le plus de ressources rares sur son propre territoire, comme l'antimoine notamment, ressources qui s'amenuisent au fur et à mesure. L'antimoine, pour votre information, est utilisé dans le renforcement du plastique. Si je m'attarde également sur les données économiques, on évoque une forte probabilité de la disparition du dollar comme monnaie de réserve mondiale, avec l'ensemble des impacts colossaux que cela peut avoir sur l'économie de notre planète. Également, vous l'avez vu, la virtualisation de la monnaie, testée en ce moment même par la Chine, l'Inde et la Suède. Beaucoup de choses, beaucoup de mutations vont également fortement impacter vos habitudes de consommation, vos habitudes de vie tout court, avec par exemple les voitures volantes, notamment la Terrafugia TFX, qui sera en principe, je dis bien en principe, opérationnelle sous forme de taxi volant à Dubaï dès 2022, donc demain. Imaginez toutes les conséquences que cela implique en termes d'urbanisme, notamment, et la façon de penser l'accès au transport. Va-t-on entrer chez soi par le toit? Bref, la livraison par drone, également plus que testée, même régulée actuellement aux États-Unis pour faciliter les desseins du géant Amazon. La transition écologique, caractérisée par ce qu'on appelle le Green Deal, élément clé du discours de Joe Biden, probable futur président américain. C'est donc la transition vers des énergies renouvelables moins consommatrices en carbone. Puis également quelque chose qui peut faire peur à tous, le développement de l'intelligence artificielle, qui nous pousse à repenser notre vie, nos métiers et même peut-être l'utilité de l'humanité. L'IA aura, selon certains scientifiques, même dépassé l'intelligence humaine dès 2060. 2060, c'est dans 40 ans, c'est demain. En termes de sécurité également, beaucoup de choses vont apparaître rapidement. Vous allez payer avec votre iris, avec votre doigt ou même votre paume de la main. On pourrait imaginer des agressions non pas sur votre porte-monnaie, mais sur votre personne pour récupérer vos moyens de paiement. Est-ce que couper un doigt sera la nouvelle norme? Je vous provoque un petit peu, je n'en sais rien. En tout cas, ces sujets peuvent vous paraître très éloignés. Mais je peux vous assurer qu'un quart d'entre vous se sont déjà fait pirater, au moins leur adresse email et voire peut-être même leurs données personnelles, sans le savoir. Vous l'avez également constaté, le coronavirus a encore renforcé les questions de surveillance. On se dirige vers une surveillance globalisée, une perte de la vie privée, avec en premier lieu la digitalisation de l'identité, avec probablement, dès l'année prochaine, la création d'un passeport d'immunité pour voyager. Aux Philippines, par exemple, les contacts tracing sont en place depuis longtemps. La Corée du Sud a même utilisé des caméras de surveillance et la liste de toutes les opérations bancaires de ses citoyens pour traquer la population potentiellement malade et éradiquer la maladie. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter pour le bien commun plutôt que pour son confort personnel? Là, je vous laisse répondre à cette question vous-même. Je pourrais également vous parler de beaucoup de sujets, des chiens robots de la société Boston Dynamics, qui sont opérationnels dans les parcs de Singapour pour faire respecter la distanciation sociale propre au coronavirus, de la prise de température par des drones ou même de la reconnaissance faciale, avec encore une fois toutes les problématiques sécuritaires et de vie privée que cela peut engendrer. La médecine également n'est pas en reste, avec l'apparition de ce qu'on appelle la médecine hyper personnalisée, caractérisée sous le nom de N of One. Ce sont des traitements qui sont basés sur le séquençage moléculaire et donc adaptés à chacun d'entre nous. La contraception masculine aussi quasi opérationnelle, soit sous forme d'injection ou de pilule. Des progrès énormes également qui sont réalisés dans le développement d'organes artificiels tels que le rein artificiel ou encore même la création de médicaments anti-vieillissement. Ces projets ont commencé. Bref,
Tout ce qui vous paraissait utopique, totalement irréalisable il y a encore quelques années, eh bien ça devient la nouvelle norme et ça provoque des changements majeurs sur notre mode de vie. Même si de nombreux doutes subsistent et de nombreuses questions vont apparaître. Quid de la régulation de l'intelligence artificielle, des armes létales? Qu'arrivera-t-il au moment où nous atteindrons ce qu'on appelle le point de singularité? Ce fameux moment hypothétique où la croissance technologique devient incontrôlable et irréversible, entraînant des changements imprévisibles sur la civilisation humaine. Prédire l'avenir, c'est impossible, mais anticiper les mutations de demain, c'est beaucoup plus réalisable. La révolution technologique actuelle, elle produira forcément son lot de déçus et d'incertitudes. Assisterons-nous peut-être alors à une 5e révolution, une révolution industrielle basée sur l'intégration de l'humain, le développement durable et la réduction des inégalités? Mais il est encore trop tôt pour le savoir, mais c'est à vous de l'imaginer et j'espère qu'après cette conférence, vous en avez les clés. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. J'espère vous avoir ouvert de nouvelles perspectives sur la compréhension du monde d'aujourd'hui et de demain et vous avoir donné une petite première, des prémices en tout cas, d'une grille de lecture suffisante pour comprendre les enjeux majeurs que vous êtes en train de vivre et cette révolution magnifique qui transforme le monde d'aujourd'hui. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de journée et je me tiens à votre disposition, que ce soit en ligne ou sur d'autres moyens de communication pour échanger et approfondir avec grand plaisir tous ces sujets avec vous. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir.